Bonjour, bienvenue à la séance du 21 avril. Alors, nous allons nous lever debout pour un moment de recueillement, s'il vous plaît. Merci. Passons maintenant au point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. M. Despatie. Oui, Monsieur le Président, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points 1,23 à 1,35. Adopté. Merci, M. Despatie. Nous passons maintenant à la période de questions. Maintenant, j'aimerais vous demander toutes les questions qui s'adressent vraiment à l'agglo de pertinence pour les questions qui concernent l'agglo, c'est-à-dire, je me reprends. Alors, ça, c'est accepté. Ce qui s'adresse à votre conseil spécifique de ville doit être mentionné au conseil de ville et non ici. Ici, nous traitons juste les points qui traitent de l'agglo. Cela dit aussi, les sujets seront traités par groupe, vu qu'il y a beaucoup de personnes sur certains sujets. Alors, nous allons commencer avec Mme Tanya Anda. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les maires, Madame la mairesse, chers élus. Mon nom est Tanya Anda, je suis administratrice à la Fondation du Mont-Saint-Bruno. Je suis aussi professeure en écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal, où je détiens une expertise sur la biodiversité, le fonctionnement des écosystèmes. Alors, je dois dire une grande préoccupation aussi pour la biodiversité et le bien-être humain. Hein. Et j'interviens dans le contexte des développements récents dans votre schéma, dans le plan du schéma. Et en particulier, je vous ai adressé une lettre il y a 2 semaines où je vous ai fait partie de mes préoccupations, en particulier le cas du boisé des hirondelles où j'ai appris que ce qui était dans le projet du schéma sur lequel la Fondation du Mont-Saint-Bruno a déposé un mémoire, vous félicitant d'avoir accordé un statut de milieu d'intérêt confirmé à ce boisé dans le projet. J'étais très surpris d'apprendre dans la dernière version que ce statut a été retiré. Depuis la lettre que je vous ai envoyée il y a 2 semaines, j'ai suivi avec intérêt les échanges dans le média, aussi sur les sites web respectifs des villes de Longueuil, de Saint-Bruno. Et j'étais surprise par 2 points et j'aimerais une réponse, s'il vous plaît, aujourd'hui sur ces 2 points. Le premier, c'est on dit qu'il n'y a pas de différence dans ces 2 statuts. Et je ne comprends pas, s'il n'y a pas de différence, pourquoi est-ce qu'il y a tant de discussions sur ce point de oui ou non? Est-ce qu'on confère un statut de milieu d'intérêt? Et deuxièmement, j'étais étonnée aussi de suivre tous ces arguments par rapport à assumer les risques. Les peurs de poursuite dans un tel dossier. Et j'aimerais comprendre l'équitabilité en termes de, oui, ça se peut, il y a toujours, on doit toujours gérer les risques, mais on a aussi des bénéfices quand on pose des gestes courageux pour protéger, conserver notre patrimoine, notre biodiversité. Alors, et évidemment, quand on pose de tels gestes, on sait que c'est la collectivité qui bénéficie, c'est tous les citoyens de l'agglomération. On sait très bien que le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno est visité par toute la population de l'agglomération. Certaines des villes dans l'agglomération ont moins de forêts que celles qu'on retrouve à Saint-Bruno. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi on refuse d'assumer un certain risque, mais on accepte de bénéficier des avantages d'avoir des mesures de conservation qui sont posées. Alors, merci. Merci. J'ai d'autres questions. Vous pouvez vous asseoir. On a d'autres questions sur le même sujet. J'appellerai Mme Marie-Lou Allary.
Oui, bonjour, Monsieur le Président, Madame la mairesse, Messieurs les maires. Ma première question, j'aimerais savoir si l'adoption du schéma d'agglomération est à l'ordre du jour. Ça a été difficile, franchement, de le savoir aujourd'hui. Alors, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que, si c'est à l'ordre du jour, est-ce que les maires et Madame la mairesse ont pu prendre connaissance du dossier aujourd'hui avant de pouvoir l'adopter? Donc, vous l'avez dit, mon nom est Marie-Lou Allary. Je suis conseillère municipale à la Ville de Saint-Bruno de Montarville. Je suis également l'élue responsable de l'urbanisme. Le cadre institutionnel en matière d'aménagement et de développement dans le Grand Montréal comprend 4 paliers d'intervention. Le palier provincial, le palier métropolitain, le palier régional et le palier local. Chacune de ces échelles dispose de ses propres outils d'aménagement en vertu de la législation québécoise. Des mécanismes pour assurer la conformité et l'harmonisation de ces outils sont prévus. Ainsi, les outils d'aménagement des agglomérations doivent être conformes au PMAD. Le PMAD, c'est le plan d'aménagement et de développement que s'est doté la CMM. Et les outils d'aménagement des villes doivent être conformes au schéma des agglomérations et non l'inverse. Le plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM a été adopté en 2012. 4 ans plus tard, le schéma de l'agglomération de Longueuil n'est toujours pas adopté, en concordance avec le PMAD. L'agglomération accuse donc un retard de plus de 2 ans à l'échéancier proposé par le gouvernement du Québec. Dans le document produit par la CMM, qui s'intitule « La trame verte et bleue du Grand Montréal », c'est un document qui est en ligne, on peut lire « Le PMAD demande aux MRC et aux agglomérations de protéger les boisés et les corridors forestiers métropolitains. Nous savons tous ici que la protection du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno fait partie des 5 priorités du PMAD. La CMM invite l'agglomération de Longueuil à prendre en compte la conservation de la biodiversité du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CMM. L'agglomération de Longueuil a répondu à cette demande de la CMM en inscrivant dans son projet de schéma les milieux naturels d'intérêt inclus dans le corridor forestier du Mont-Saint-Bruno sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno de Montarville, et ce, lors des travaux sur le schéma. Ces travaux-là, la Ville a participé. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, ici même dans cette salle, la mairesse et les maires des villes agglomérées ont voté en novembre 2015 en faveur d'un schéma dans lequel plusieurs boisés d'intérêt de la Ville de Saint-Bruno étaient inclus. La mairesse et les maires ont voté en faveur d'un schéma qui répondait aux orientations du PMAD, parce que c'était leur responsabilité. Comme on le sait, ce projet de schéma fut présenté lors de consultations publiques en novembre 2016 et extrêmement bien reçu par les citoyens de l'agglomération. L'agglomération, comme on le sait, a récemment décidé de retirer certains boisés d'intérêt sur le territoire de la Ville de Saint-Bruno, et ce, suite aux protestations des promoteurs. Madame Allary, ma dernière question. Je vais vous demander de conclure. Ma dernière question. Quelle est l'opinion qui a le plus de poids chez les élus de l'agglomération? Celle des avocats des promoteurs ou celle de sa population pour qui ils travaillent et qui vous demande d'agir en faveur de la protection des milieux d'intérêt? C'est ma dernière question. Merci, Madame Allary. Je vais appeler Madame Isabelle Bérubé. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la mairesse, Monsieur les maires, Mesdames et Monsieur le conseiller et les conseillères. Je me présente, plusieurs d'entre vous me connaissez, mais voilà, alors je suis Isabelle Bérubé, conseillère municipale à Saint-Bruno de Montarville. Je suis responsable de l'environnement et coprésidente de la Commission de l'aménagement et de l'environnement de l'agglomération de Longueuil. Monsieur le Président, il a été dit plusieurs choses sur le boisé des hirondelles au cours des dernières semaines et j'aimerais rectifier certains faits. J'ai eu le privilège de coprésider les consultations publiques sur le schéma d'aménagement de l'agglomération en novembre dernier.
Dans cette version du schéma soumise à l'approbation citoyenne, le boisé des Hirondelles bénéficiait du statut de milieu d'intérêt confirmé. Je déplore que l'agglomération ait plié devant les menaces du promoteur pour modifier le statut de ce boisé exceptionnel. Il a suffi d'une lettre de 2 pages, voilée de menaces, pour que le statut de la forêt des Hirondelles soit à nouveau zoné résidentiel avec un statut à documenter. Jusqu'au dépôt de cette lettre, l'agglomération n'avait rien exigé de la part de Saint-Bruno pour justifier le statut d'intérêt confirmé. En tant que gouvernement de proximité, nous avons tous le devoir d'assumer les responsabilités qui nous sont conférées en vertu des lois québécoises. Cela inclut le principe de concordance des outils de planification de notre territoire. C'est du moins ce que nous attendions de vous. Vous alléguez que Saint-Bruno ne prend pas ses responsabilités. La révision de notre plan d'urbanisme est enclenchée depuis plusieurs mois. Nous avons adopté des règlements pour protéger les espèces en péril sur notre territoire, ainsi que leurs habitats, en respect de l'avis d'assujettissement du ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique. Notre plan de conservation des milieux humides et naturels, dans lequel le boisé des Hirondelles est identifié comme une zone de conservation, a déjà été soumis à la consultation publique. À la suite de ces consultations, votre administration nous a fait parvenir une lettre dans laquelle elle se disait inquiète des répercussions que la protection d'un grand milieu humide sur notre territoire pouvait avoir pour le développement du boulevard Moïse-Vincent. Cette incohérence a été relevée par le ministère du Développement durable et de la lutte au changement climatique, lequel demande aux élus des 2 villes de s'entendre. Notre intention est pourtant claire, protéger 96 % des milieux humides sur notre territoire. Je ne connais pas beaucoup de municipalités qui en font autant. Madame Béreux, vous avez des questions? J'y arrive. Il me reste 4 lignes. Monsieur le Président, je demande aujourd'hui à l'agglomération de ne pas céder, de prendre ses responsabilités, d'agir comme un leader afin d'assurer la protection de nos espaces naturels pour le bénéfice des générations futures. Consentirez-vous à adopter un schéma dans lequel le boisé des Hirondelles bénéficie d'un statut de milieu naturel d'intérêt confirmé? Merci. Merci, Mme Bérubé. J'appellerai M. Laurent Desbois. Merci, Monsieur le Président. Je suis résident du Vieux-Longueuil depuis au-delà de 40 ans et je peux vous dire que j'ai une communion d'idées avec les dames qui m'ont suivi. Mais aujourd'hui, j'entendais, en me rendant sur le chemin Chambly, qu'il y avait eu un accord fait par l'entrepreneur. Pas un accord, mais une proposition, c'est-à-dire qui suggérait pour les plantes concernées de peut-être les planter ailleurs pour pas que l'espèce se dissout. Je tiens à vous dire que je ne suis pas un expert en environnement, bien que je suis un favori de la promotion de cette école-là. Je peux vous dire qu'en Chine, les pandas, c'est exactement ce qu'ils font. On ne les donne pas aux zoos partout dans le monde, on les prête au cas où il y a une extinction qui se fait localement. Ils peuvent récupérer ceux qui ont été placés ailleurs pour justement propager l'espèce. Donc, le fait de les planter ailleurs, ces plantes-là, je trouve que c'est une excellente idée, indépendamment des décisions qui seront prises ici aujourd'hui. Et surtout, je ne suis pas un expert dans la matière. Mais ce que je peux vous dire... S'il vous plaît. Ce que je peux vous dire, c'est un dossier comme les dames devant moi que j'ai suivi dans les journaux et la presse depuis quelques années maintenant, et surtout les dernières semaines. Donc, je me suis intéressé comme citoyen. Je n'ai pas vraiment d'attache, disons, spécifique à ce dossier-là, ni d'un bord ni de l'autre, sauf que je vous trouvais courageux, les 5 maires, de confronter directement cette position-là et même d'avoir signé une proposition commune, une entente commune des 5 maires, c'est-à-dire Longueuil, Brassard, Boucherville, Saint-Lambert et aussi Saint-Bruno de Montarville. Et maintenant, ce que j'entends depuis quelques jours, et ça me chicote, et c'est le but de mon intervention. J'entends que Saint-Bruno de Montarville veut se retirer de son engagement. Je ne sais pas si elle a été écrite ou verbale, mais en tout cas, j'ai trop pensé qu'il y avait une entente. En tout cas, moi, ma parole est d'or. Et ceux-ci, par le fait même, refuseraient de participer aux risques impliqués. Bien, c'est bien bon d'être force à la babine, mais il faut suivre la babine avec le cache et les bottines aussi.
Donc, et c'est ce qui fait que les 4 autres villes seraient pris à assumer la note si jamais il y a les risques impliquent des dépenses. Je trouve ça franchement malhonnête, en tout cas en tant que citoyen du Vieux-Longueuil, et je pense parler peut-être pour les 3 autres villes aussi s'ils étaient au courant. Oui, donc, toujours prudent dans vos commentaires, M. Desbois. Oui, OK, je m'excuse, monsieur le Président, j'ai deux phrases, même pas des phrases. Donc, je crois sérieusement que Saint-Bruno de Monterville doit prendre leurs responsabilités et suivre leur engagement. C'est une base même de la démocratie. Et je demanderai ma question des précisions, je suppose, de la part du maire de Saint-Bruno de Monterville à ce sujet-là et les responsabilités avec ses engagements. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Desbois. Je rappellerai M. Touchette. Merci, Monsieur le Président. C'est quand même assez simple, en fait. Ma question s'adresse un peu plus à M. Murray, mais a beaucoup, en fait, ça concerne l'agglomération. Je me présente, Guillaume Touchette. En fait, je suis un citoyen de Longueuil, puis je suis un jeune entrepreneur à Brossard et un peu Longueuil aussi. Je veux juste mettre ça en perspective. Je fais ça très court. En 2012, la Ville de Saint-Bruno a autorisé des projets de développement, dans le fond, sur le boisé, justement, des hirondelles. Pas l'agglomération pas l'agglomération. Donc, ça veut dire pas Brossard, pas Saint-Lambert, pas Longueuil et pas Saint-Lambert non plus. C'est Saint-Bruno. En 2014, la Ville de Saint-Bruno a décidé de zoner le boisé des hirondelles comme un écosystème pour la préservation. Ça a été la décision, dans le fond, de M. Murray, donc de la Ville de Saint-Bruno. J'ai lu dans le journal, c'est ça qu'il y avait comme, en fait, des menaces, justement, donc de possibilités de poursuite entre 20 et 25 millions contre la Ville de Saint-Bruno, dans le cas où l'entente ne resterait pas pour le développement, justement, du boisé. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, en fait, si M. Murray, vous êtes en train de tenter de remettre la facture, en fait, justement, sur d'une éventuelle poursuite sur le dos de l'agglomération pour qu'elle absorbe environ 90% de la facture totale. Parce que, en fait, parce que vous avez pris des décisions, dans le fond, justement, que vous n'avez pas respectées ou par l'inaction, en fait, de votre administration. Merci. Merci. Un dernier intervenant sur le sujet, M. Fournier. Jean-Robert Fournier. Oui, bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames. Bonjour, Messieurs. Alors, Jean-Robert Fournier, Saint-Bruno. Moi, je dois vous féliciter, Madame, pour le geste que vous avez posé de retirer à la forêt des hirondelles le statut d'écosystème. Il ne faut pas oublier que c'est une vente entre 2 particuliers qui a été faite, soit le club de golf ainsi que M. Massicotte. Le zonage permettait la construction à l'époque. Ça a été, comme M. a dit antérieurement, une décision du nouveau conseil lorsque le conseil a été élu en 2013. Alors, moi, je me demande, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider pour avoir toute l'information sur ce dossier-là et s'assurer que des recours inutiles ne soient pas pris, qui vont nous coûter très cher comme citoyens de Saint-Bruno, comme payeurs de taxes. Parce que c'est beau avoir une idée, mais encore faut-il que l'idée rassemble l'ensemble des citoyens, ce que je ne crois pas que c'est dans le cas présentement. Il ne faut pas que ça soit fait tout simplement sur une base égoïste. Merci. Merci, M. Fournier. C'était le dernier intervenant sur le sujet. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir? Oui. Oui, Mme Boivin. Oui, alors, Monsieur le Président, moi, j'aimerais répondre parce que, disons, je suis comme présidente de la Seine. Je pense que j'ai... Mme Boivin, vous pouvez vous lever, je vous vois à peine. Ben, je voulais me lever, mais on m'a dit qu'on ne se levait pas ici. Au conseil de ville, on se lève, mais bon, ben, je vais me lever. Moi, je suis à veille. Ben, c'est parce que je ne vous voyais pas. D'accord. Je suis désolée pour vous, hein, ça va vous manquer. Alors, écoutez, moi, je veux répondre à Mme Tania, justement, Anda. Exactement, vous avez raison, Madame. Pourquoi s'il n'y a pas de différence entre les deux, pourquoi il y a tant d'histoires? Il n'y a aucune différence en ayant un milieu d'intérêt conservé et un milieu à documenter. Donc, c'est ce qu'on a traité à la Seine, c'est ce qu'on a discuté avec tous les gens de la commission de l'environnement. Et à documenter, vous avez la même sécurité. Il n'y a pas personne qui peut aller développer si le lieu n'est pas documenté. Donc, effectivement, je ne comprends pas pourquoi qu'on s'acharne à vouloir, ça ne change absolument rien. Nous, ce qu'on dit, à documenter, bien, la conservation est la même, mais malgré qu'il y en a qui ont l'air de trouver ça très drôle, là, je ne sais pas,
je ne me savais pas comique, là. Continuez, mais non, c'est juste... excusez, il y a quelqu'un qui m'interfère. Alors aussi, justement, il n'y a pas de différence, donc on y va de cette façon-là. Et je pense que c'est, envers nos citoyens, c'est la meilleure façon d'aller de l'avant avec notre nouveau schéma. Et comme vous avez dit aussi, Mme Bérubé et Mme Allary, effectivement, le PEMAD a été adopté en 2012, et il y a eu un projet qui a été développé, qui a été présenté en 2014. On se comprend tous ici qu'un projet, c'est un projet. Un projet, ça ne veut pas dire que c'est adopté. C'est un projet qu'il fallait prendre des informations, se documenter et aller de l'avant pour voir là, bon, comment on va établir notre schéma de façon équitable et juste envers toutes les villes liées. C'est clair, là? Parce qu'on dirait que c'est toujours en... Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas bien. Alors, oui, l'agglomération fait son devoir, elle le met à documenter dans le schéma. Et oui, la ville de Saint-Bruno a un devoir à faire. C'est pas vrai que c'est encore du zonage résidentiel. Vous savez, un jour, il faut les prendre, nos responsabilités. Quand on en fait, et on en a justement fait cette semaine, mardi, à notre séance du Conseil, même tous les corridors qui sont les corridors forestiers, on a un excusez, intérimaire, voyons, madame. Voilà. Bon, mais on l'a même bonifié parce qu'on trouve que c'est important. Donc, l'agglomération, on est pour la conservation. On consulte aussi nos organismes du milieu, à laquelle, pour nous, c'est des références tellement importantes et qui sont avec nous d'accord que de mettre milieu à documenter, c'est la même histoire, c'est la même chose. Alors, je pense que c'est à la ville de Saint-Bruno à prendre ses responsabilités. Et comme vous disiez si bien, Mme Bérubé, vous êtes la vice-présidente sur la Seine, et ça a été clair, je pense que les fonctionnaires ont bien expliqué. On a vu tous les règlements, on a vu la différence, la loi. Donc, c'est à la ville de Saint-Bruno à changer son zonage. Et par la suite, il n'y a aucun problème. Un schéma, c'est évolutif et ça se modifie. Si jamais cette zone, le boisé des Hirondelles, est confirmé comme un milieu d'intérêt, il n'y a aucun problème. On va changer le schéma. Alors, voilà, c'est ce que je voulais dire, M. le Président. Merci, Mme Boivin. Si j'ai oublié des choses, ben, je vais les compléter. Quelqu'un, ça me fait plaisir. Merci. Monsieur, j'avais oublié ma question. Parce que la première question concerne l'agglomération. Ça concerne-tu le boisé des Hirondelles? Oui, bien, c'est pas oublié, monsieur. On parle du boisé des Hirondelles. J'ai regroupé les sujets. Non, vous comprenez. Je vais vous appeler. Vous êtes monsieur qui, monsieur? Ben, je ne vous ai pas oublié. Vous êtes le suivant, monsieur. Non, c'est ce que vous avez dit. C'est ma dernière feuille. Ah, non. Excusez-moi, j'ai dit, c'est le dernier intervenant sur le sujet du boisé des Hirondelles. Ne vous inquiétez pas, monsieur Saint-Onge. Je vous appelle. Que je peux intervenir, Monsieur le Président? Oui, définitivement, vous pouvez intervenir. Monsieur veut poser une question, c'était... Mais Monsieur Sénécal, je vais procéder avec vous. Là, vous avez plusieurs questions. Vous êtes le seul. Le dernier. J'en avais une parmi quatre. Est-ce que je pose les autres aussi ou je commence par... Posez-les tous, là, vu que vous êtes au micro. Et puis Concernant le boisé des Hirondelles, Monsieur le Président, on se souviendra d'un précédent à Longueuil lorsque le promoteur immobilier Luc Poirier a acheté des terrains au Mouvement des Jardins sur les îles des Boucherville. Et par un curieux miracle, le gouvernement du Québec s'est décidé à lui racheter ces terrains et l'intégrer, ces terrains, au parc provincial des îles de Boucherville. On est en droit de se demander, Monsieur le Président, pourquoi ne demande-t-on pas au gouvernement du Québec qu'un parc provincial à Saint-Bruno, alors que le boisé des Hirondelles est contigu à ce parc-là, d'acheter le boisé des Hirondelles et de l'intégrer au parc provincial. Et je trouve ça très curieux que le Conseil d'agglomération ait la présence d'esprit de demander une subvention du Fonds vert du Québec pour acheter 2 motocyclettes électriques à 260 000 $, mais n'a pas la présence d'esprit de proposer ça comme solution de compromis. Alors, ça serait ma première question. Pourquoi ça n'a pas été demandé? On sait qu'il y a eu un article à la mi-janvier du Journal de Montréal
décriant la très mauvaise gestion du Fonds vert du Québec qui avoisine le milliard de dollars. Il y avait des multinationales comme Suncor qui a une subvention, Air Canada qui a une subvention. Et je sais que Gatineau a aussi une subvention de millions pour l'aménagement du talus d'une rivière. Alors, s'ils ont 1 million pour l'aménagement du talus d'une rivière, je suis en doute qu'ils ont quelques millions pour acheter aussi des terrains aux promoteurs de Mascotte. Le précédent, M. Poirier, est là pour le démontrer. Ça a déjà existé dans le passé. Je me demande pourquoi le conseil d'agglomération n'y a jamais pensé. Ça, c'est mon premier point pour le boisé des Hirondelles. Mon deuxième point, M. le Président, concerne un point qui touche la fermeture éventuelle de la caserne de Saint-Lambert au profit d'une nouvelle caserne qui serait installée à proximité de l'hôpital Charles-Lemoine. Il y a eu un kiosque de la sécurité publique qui était présenté au centre multifonctionnel au 81 rue Hooper à Saint-Lambert, où il y a eu des pompiers qui avaient des kiosques. Et j'ai demandé aux pompiers, quel sera votre temps de réaction, de réponse s'il y a un incendie au centre-ville de Saint-Lambert, si votre caserne de pompiers n'est plus à l'hôtel de ville, mais à côté de l'hôpital Charlemagne? Le dit pompier, pas plus que son corps supérieur, n'a été capable de fournir la moindre réponse. J'attirerai respectueusement l'attention des membres du conseil d'agglomération que de toutes les villes reconstituées, Saint-Lambert a la plus importante population âgée, 25 %. C'est des personnes qui parfois ont des mobilités réduites, chaque minute compte. Et là où j'habite, il y a une dame qui est morte, justement, asphyxiée par la fumée. Les pompiers l'ont sortie, mais ils n'ont pas pu la rescaper. Alors imaginez, êtes-vous prête à prendre la responsabilité qui va découler du temps de réponse accru de faire venir un camion de pompiers de l'hôpital Charlemagne à proximité de Tachereau jusqu'au centre-ville de Saint-Lambert, alors qu'on a énormément de centres d'hébergement de soins de longue durée à Saint-Lambert, la résidence du parc, on a les jardins intérieurs, on a le CHSLD Saint-Lambert sous le golfe à Tiffin. On aimerait savoir la réponse. Quel est le temps de réponse en cas d'incendie si ces personnes âgées-là ont un feu chez eux, si la nouvelle caserne est déménagée à l'hôpital Charlemagne ou proche de l'hôpital Charlemagne? Deuxième question. Troisième point, M. le Président. J'ai également appris que la ville de Gatineau, qui a également un conseil d'agglomération, comme ici à Longueuil, a trouvé pertinent de déposer un mémoire dans le cadre du projet de loi 83 qui affecte la gouvernance. Et on sait que le ministre Coiteux a dernièrement reculé au niveau de l'imputabilité en retirant les articles concernant les comités de vérification. J'aimerais savoir si la ville de Longueuil ou l'une des villes reconstituées a présenté des mémoires au projet de loi 83. Et sinon, pourquoi on sait qu'il y a des contentieux, les frais de dépenses mixtes, les frais de gestion de 15 % le potentiel fiscal. Alors, j'aimerais avoir une réponse à cette question-là. Je pense que la population aimerait avoir un éclairage là-dessus. Et mon dernier point, c'est protecteur de citoyens. Je sais que M. Pierre Gravel est décédé l'an dernier, puis il n'a pas été remplacé depuis. Puis j'ai remarqué dans ces rapports qu'il y a bien des citoyens qui veulent porter plainte de protecteurs de citoyens et qui sont rejetés parce qu'ils n'habitent pas le territoire de la ville de Longueuil. Est-ce que c'est possibilité que, par exemple, dans le cadre du projet de loi 83, il y a un protecteur du citoyen, ou sinon on va demander que toutes les villes soient sous la juridiction du protecteur du citoyen du Québec. Comme ça, vous serez tous traités sur un pied d'égalité en matière de transparence et d'habitabilité. C'était ma dernière intervention. Je vous remercie. Merci, M. Sénégal. Donc, j'aimerais qu'on termine les réponses avec le boisé des Hirondelles. M. Murray. Bonjour à tous. Quelques précisions par rapport au boisé des Hirondelles. Je pense que c'est le nerf un peu de la discussion qu'on a depuis le début. Simplement pour vous rappeler que le boisé des Hirondelles, c'est une lutte citoyenne depuis 1987. Donc, les citoyens ont essayé de soustraire ce boisé-là de tout développement depuis 1987 de façon plus intensive à partir de 2006. En fait, 2004, même plus, parce qu'il y a eu en 2005 l'acquisition de manière conditionnelle et en 2006, un projet qui a été soumis à la ville de Saint-Bruno pour le lotissement de ce boisé-là. Et à l'appui de ce lotissement-là, le promoteur a soumis à la ville de Saint-Bruno une évaluation écologique qui tenait en une page, sur laquelle on disait qu'il n'y avait aucun élément d'intérêt dans ce boisé. Et donc, les citoyens ont continué, évidemment, à travailler très fort pour documenter ce boisé-là. Il y a eu même eu un recours en justice, etc., etc. Tout ça pour dire que la ville de Saint-Bruno, contre toute attente, donc l'ancienne administration municipale, a décidé d'aller de l'avant avec ce boisé-là, donc la construction de 27 habitations cossues dans un milieu extrêmement fragile. Et par la suite, quelques mois plus tard, parce que la demande d'article 32 a été produite fin 2011, début 2012. Il s'est avéré que ce milieu-là était effectivement riche de toutes sortes d'espèces, entre autres le ginseng à 5 folioles et d'autres aussi espèces vulnérables. Il
faunique autant que floristique. Donc, ce qui est arrivé depuis ce temps-là, c'est qu'évidemment, il y a eu des représentations qui ont été faites. Et puis, au niveau, nous, on a été élus au mois de novembre 2013. On a continué ces représentations-là. Il y a un rapport qui a été demandé par le ministère. Ce rapport-là a approuvé de façon indubitable tout ce que je viens de vous dire, à un point tel qu'au mois de septembre 2014, un premier assujettissement a été, en fait, au mois de juillet 2013, un premier assujettissement a été produit, suivi par un deuxième assujettissement plus costaud encore, celui-là, au mois de juillet 2015. Et donc, c'est assujetti en vertu de l'article 19 de la Loi sur le patrimoine naturel. Et si vous lisez ce document-là, je ne sais pas si tout le monde l'a actuellement, mais si vous lisez ce document-là, on ne peut pas invoquer le fait que ce boisé-là n'est pas d'intérêt. Il est d'intérêt. Le problème, c'est un problème maintenant au niveau de qu'est-ce qu'on fait. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, dans le schéma d'aménagement, ce qu'on a indiqué, c'est que c'était un boisé à documenter. Ce n'est pas vrai. Le boisé, il est documenté. Maintenant, c'est au niveau politique. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure, monsieur, à savoir qu'effectivement, il faut voir comment est-ce qu'on peut protéger ce boisé-là, faire en sorte qu'il ne se développe pas. Vous savez que c'est dans le corridor forestier. C'est 6 hectares. C'est dans le prolongement de ce corridor-là auquel on a adhéré. Donc, on est tout à fait d'accord avec la constitution de ce boisé-là. Il y a aussi l'équivalent de peut-être un 60 hectares additionnels que l'on veut protéger pour concrétiser de façon encore plus importante ce corridor-là. Donc, toutes les démarches sont faites. Lundi dernier, nous avons adopté une réglementation. En fait, nous avons adopté des projets de règlement et on est sur le point d'adopter 3 règlements qui vont se faire au mois de mai, qui vont être probablement les plus avant-gardistes à l'égard de la protection des milieux d'intérêt au Québec. Nous allons aussi déposer notre plan de conservation des milieux humides et des milieux naturels qui vient asseoir davantage notre volonté de protéger. Tout ce que nous avons demandé jusqu'ici, c'est simplement de considérer le fait que ces milieux-là étaient documentés et qu'il fallait les préserver dans le schéma d'aménagement. Incidemment, pour ne pas aller plus loin, parce que je pense que les gens ont une mécompréhension de la situation actuelle, vous savez qu'on ne demande pas à personne de payer pour Saint-Bruno. Tout ce qu'on demande, c'est un appui, parce que le schéma d'aménagement est une planification territoriale. Par la suite, il y a des gestes qui doivent être posés par les différentes municipalités constituantes et nous n'allons pas nous soustraire à nos obligations. Soyez rassurés. Ceci étant dit, je ne vais pas m'étendre plus avant. Vous savez que le schéma qui était initialement prévu pour être adopté aujourd'hui a été reporté à une séance extraordinaire, donc on parle de mercredi prochain. Donc, je vous l'annonce, on l'a su cet après-midi autour de 14h ou 14h30. Donc, ça a été reporté. Donc, je ne peux pas aller plus loin pour le moment. Je pense que je vous invite à être présent mercredi prochain lorsque nous allons discuter de long en large de ce sujet-là, parce que nous avons effectivement l'intention de prendre tout notre temps pour revoir qu'est-ce qu'on retrouve dans ce schéma-là et surtout qu'est-ce qu'on devrait retrouver. Voilà. Merci. Merci, M. Murray. Mme Saint-Hilaire. Merci, M. le Président. Alors, je suis contente d'entendre M. Murray parce qu'effectivement, il n'est pas à l'ordre du jour. Le schéma d'aménagement, et juste parce qu'il y a comme un doute, là, il n'était pas prévu à l'ordre du jour à la demande des villes, des 4 villes qui avaient demandé au départ de reporter d'1 mois et par la suite, compte tenu des différentes discussions, compte tenu qu'on avait demandé à la ville de Saint-Bruno de poser un geste concret ou, advenant qu'on puisse avoir une réponse de la part du gouvernement du Québec. Et effectivement, on nous a demandé de la part des villes de reconstituer, que ce soit à l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, on l'a fait. Par contre, il existe des règlements et on doit absolument aviser 48 heures d'avance. Sinon, il aurait fallu lire le règlement au complet. Ça veut dire lire le schéma d'aménagement au complet. Alors, vous comprendrez que probablement que vous seriez tous partis. Et on parle de centaines de pages. Alors, compte tenu justement de ces règles-là, qui sont des règles peut-être ennuyeuses, mais on vit avec des règlements qu'on respecte. Alors, compte tenu de ces règles-là, nous avons proposé justement d'adopter en séance spéciale la semaine prochaine ce schéma d'aménagement. Alors oui, vous êtes les bienvenus pour poser des questions. Je veux aussi clarifier, j'ai pris les questions en rafale, là, mais rapidement, dire entre à confirmer et... Donc, quand on dit qu'on est en attente de documents, c'est surtout que c'est effectivement, ça peut sembler des jeux de mots, mais il n'y en a pas de différence. La seule différence, c'est dans le temps.
Et comme le disait si bien Mme Guay-Boivin, un schéma, ça peut bouger dans le temps. Alors, advenant que la Ville de Saint-Bruno pose un geste concret, advenant que le gouvernement du Québec confirme que oui, c'est un boisé important, moi, je pense que l'agglomération sera ravie justement de confirmer ce boisé-là. Nous sommes tous empressés de protéger cet espace-là qui semble important, mais vous comprendrez aussi qu'il y a un respect des compétences. Je suis la première à en faire la promotion. On ne peut pas parler de gouvernement de proximité et ne pas respecter la municipalité qui a tous les cordons pour légiférer en ce sens-là, réglementer. Donc, moi, je pense que c'est important de démystifier tout ça. Je veux pas jouer sur les mots, je ne veux pas revenir sur quoi que ce soit. Je pense que la Ville de Saint-Bruno a tout entre les mains pour avancer. Et je le dis publiquement, la journée où la Ville de Saint-Bruno ou le gouvernement du Québec dira à l'agglomération que c'est un boisé et qu'on se donne les moyens de le faire, moi, je pense que l'ensemble des maires de l'agglomération appuiera avec beaucoup de plaisir ce schéma-là. Et pour l'instant, tout peut bouger. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant, Monsieur le Président. Merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer sur les boisés? Alors, est-ce qu'on peut donner les réponses à M. Sénécal sur la fermeture de la caserne de pompiers, mémoire sur le projet de loi 83, protecteur du citoyen? En fait, donc je comprends que le reste n'est pas intéressant. Donc, en fait, juste préciser pour Saint-Lambert, vous avez raison de dire que nous avons adopté un schéma de risque. Là, je sais que mon collègue de Saint-Lambert en est profondément malheureux et je peux comprendre, mais on travaille fort avec notre service d'incendie pour s'assurer. Bon, je peux comprendre qu'il y a peut-être des pompiers qui disent des choses, là, mais nous, quand on nous présente à la table des maires au conseil d'agglomération, on nous garantit toujours, bien sûr, d'avoir un temps de réponse rapide, de toujours avoir 10 pompiers en 10 minutes et s'assurer qu'il y ait une réponse adéquate et rapide. Et tout le monde est conscient que la population de Saint-Lambert est, oui, vieillissante, mais je vous dirais qu'honnêtement, la population de Longueuil aussi. Mais le défi est toujours de répondre adéquatement. Et pour le projet de loi 83, ça vous fait rire? D'accord. Donc, le projet de loi 83, non, en tout cas, la Ville de Longueuil et l'agglomération, on n'a pas déposé de mémoire. On s'est accroché, si vous voulez, le terme n'est peut-être pas bon, là, mais on s'est associé, voilà, c'est peut-être préférable, avec le rapport de l'UMQ parce que ça regroupait l'ensemble de nos demandes. Alors, on a fait nos demandes au niveau du projet de loi 83. Merci, M. le Président. Merci, Mme Saint-Hilaire. Sur le fonds vert, M. Sénécal, je sais parce que vous allez m'écrire, me dire que je n'ai pas tout répondu à vos questions. Sur le fonds vert, il ne faudrait pas mélanger le fonds vert du Québec et le fonds canadien des municipalités. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne dis pas qu'un est parfait, l'autre ne l'est pas. Mais donc, la demande aussi, notamment sur l'île Charon, si la Ville de Saint-Bruno veut faire cette demande-là, encore là, c'est dans sa compétence. C'est un boisé qui est dans la Ville de Saint-Bruno et je suis certaine que si l'agglomération empiétait dans ses compétences, je serais rappelée à l'ordre rapidement. Merci, Mme Saint-Hilaire. Maintenant, je rappellerai M. Yves Saint-Onge. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. Saint-Onge. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Mesdames, Messieurs. Alors, comme vous avez le papier, la première question était indiquée. Alors, je vous demandais, quand avez-vous commencé à avoir un code d'éthique ici, dans l'agglomération? Est-ce qu'avant le code d'éthique, on pouvait faire un petit peu n'importe quoi? Parce que j'ai vu dans un journal, il n'y a pas très longtemps, on disait « Ah, c'est pas grave ce qui s'est passé, c'était 11 jours avant le code d'éthique. » Je peux aller vous porter le papier, M. Leduc, si vous voulez. Et en passant, Mme Saint-Hilaire, je n'ai pas apprécié le petit commentaire que vous avez fait. M. Saint-Onge, ici, on s'adresse au président. Alors, si vous avez des choses à adresser. M. le Président, je vous demanderai de transmettre mon commentaire à Mme Saint-Hilaire parce que je n'ai pas aimé le commentaire qu'elle a fait pour les dames qui étaient ici.
d'après tout, Mme Boivin a fait un éloge de son côté, de ce qu'elle pense être bien. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas corrects. Vous avez été un petit peu narguante un peu sur ce côté-là. Monsieur, faites attention sur le chemin que vous empruntez. Là. Restez, faut toujours rester un peu plus droit. Là. Et dire que ces gens-là s'en vont parce qu'ils sont... l'ensemble de vos questions, M. Saint-Onge. Est-ce que c'est normal de dire à des gens qui s'en vont et qui ne sont pas intéressants? C'est toujours intéressant, mais quand on se fait bafouer, on aime mieux peut-être s'en aller rapidement. Je ne pense pas que personne n'a été bafoué, là, monsieur. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Oui. Posez l'ensemble de vos questions. On vous répondra par la suite. Moi, je suis d'accord à ce qu'on conserve le mieux possible le domaine des hirondelles. Et je me demande comment ça se fait que les citoyens de Brossard ont affaire à aller se mêler dans les affaires de Saint-Bruno. Est-ce que Longueuil vient diriger Brossard dans ses coupes d'arbres ou la protection de certaines choses? Non. Alors, je comprends mal qu'en fin de semaine, il y a un dénommé Lemire qui a écrit un article dans la presse ou un journal autre pour mentionner que Saint-Bruno devait faire ceci, devait faire cela. Alors, je pense que la ville de Brossard s'est ingérée dans Saint-Bruno et ça n'a pas d'affaire là. Laissons aux gens de Saint-Bruno exercer le droit de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire chez eux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci, M. Saint-Onge. Bonjour. Mme Saint-Hilaire? Bien, Monsieur le Président, oui, parce que je veux juste corriger. Là, je ne pense pas que personne n'a été bafoué. Je pense que tout le monde a pu poser ses questions. Tout le monde a pu émettre ses commentaires dans un respect. J'apprécie juste que quand on est en train de répondre aux questions, on puisse écouter l'ensemble des réponses. Et pour votre question sur le code d'éthique, ce n'est pas des codes d'éthique d'agglomération, mais chacune des villes a son propre code d'éthique. Donc, voilà, et je pense que chacune des villes est respectueuse de chacune de nos champs de compétences. Merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. Maintenant, je rappellerai M. James Bernard. James Bernard. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le maire Murray, qui est mon maire. Je viens de Saint-Bruno. Bonjour, Mme Saint-Hilaire, pour l'agglomération. Premièrement, je vous félicite pour la position concernant le schéma d'aménagement. C'est une position sage d'attendre les étapes au fur et à mesure qui sont faites par les citoyens de Saint-Bruno, puis après ça, aller à l'agglomération, après ça, aller au gouvernement. Moi, c'est ma vision des choses. Je viens ici en tant que citoyen parce qu'on a eu des rencontres, nous, concernant la grille du frein, qui est un problème qui touche pas mal de municipalités. Excusez-moi, M. Bernard. Oui. S'il vous plaît, je vous demanderai de garder le silence pendant que monsieur pose ses questions, s'il vous plaît. Merci. Poursuivez. Nous, comme citoyens, on voudrait que l'agglomération fonctionne, puis on trouverait que si on avait un aide conjoint de toutes les municipalités pour faire les achats d'arbres, pour les traitements, pour le triasin, pour aider chaque citoyen qui aurait une position commune, parce qu'un achat de groupe, collectif ou corporatif, ça nous reviendrait moins cher comme citoyen parce qu'on paye déjà beaucoup de taxes à chacune de nos municipalités, puis une plus versus l'agglomération. On trouvait que ce projet-là, concernant le traitement sur la grille du frein, ça pourrait être une bonne chose que si l'agglomération pouvait mettre l'épaule à la roue pour faire ce projet-là collectif pour aider les citoyens dans chacune des municipalités. Parce que là, nous, on a fait des demandes dans notre municipalité, puis on n'est pas rendu là. Puis les fonctionnaires qui siègent ici, là, je ne sais pas à quel comité, ils ont dit qu'ils n'ont pas été capables d'obtenir une entente pour faire un achat de groupe pour les arbres, âgés de 5 ans et plus. Nous, on trouve ça déplorable parce qu'on pense que tous les citoyens qui ont des freins éventuellement à abattre devraient être capables d'aller s'approvisionner à un endroit que ça coûte moins cher que d'aller acheter ça dans un pépiniériste.
Puis je trouvais que ce serait une bonne chose, comme agglomération, de faire ce projet-là, un projet collectif, où tout le monde y participerait par nos taxes, mais avec un retour en payant moins cher que si on serait tout seul. Fait que nous, on favorise le traitement et l'achat du triazin, puis faire des achats pour des arbres âgés de 5 ans et plus, ce qui serait idéal. En terminant, j'aimerais ça, je ne sais pas si c'est la place ou pas, M. Langto, comme président. Monsieur le Président. C'est de mettre un comité de citoyens pour aider à, parfois, les élus, ils ont des stress d'être élus dans leur ville, des stress de gérer la municipalité, de faire un comité de citoyens vraiment apolitique pour trouver des terrains d'entente pour que ça fonctionne bien. En tout cas, j'en fais la suggestion. C'était une question pour une suggestion. Merci entendu, M. Bernard. Merci. Okay. M. Murray, vous voulez dire je vais répondre pour répondre? Je pense qu'effectivement, on a eu une rencontre la semaine dernière, on a eu une rencontre d'une reddition de compte parce qu'on s'est engagé auprès des citoyens de Saint-Bruno de faire une reddition de compte annuelle, étant donné qu'il y a effectivement une partie de leur compte de taxes qui sert à combattre la grille du frein. On l'a répété de long en large, c'est sûr qu'on n'a pas la recette miracle. Je pense qu'on est tous dans la même position actuellement. On a une infestation. Saint-Bruno, on a la chance ou la malchance d'avoir beaucoup d'arbres, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'agriles, il y a beaucoup de frênes. Des terrains au niveau du domaine public, à peu près 10 de nos arbres sont des frênes. Au niveau du domaine privé, dans certains cas, c'est très peu, dans d'autres cas, c'est beaucoup. Donc oui, on est tout à fait d'accord avec le problème. Sur les solutions, on essaie de trouver les meilleures solutions possibles. Il est évident qu'on ne peut pas, par exemple, nous, même si la Ville le voulait, subventionner de façon directe le traitement de la grille du frêne ou même la coupe d'arbres, parce que c'est extrêmement onéreux. Mais on est ouvert à toute possibilité autre que celle-là. Vous parlez tout à l'heure d'achat de groupe. Je pense qu'il n'y a aucune des villes qui est contre l'idée. Maintenant, c'est la faisabilité. Comment on peut s'assurer que ça puisse être opérationnalisable? Je pense que c'est le défi qu'on a. Et au contraire, je pense qu'au niveau de nos fonctionnaires à l'intérieur de la ville qui s'occupent de ce dossier-là, sont en relation continuelle avec les autres villes et avec l'aglo, pour faire en sorte qu'on ait des démarches cohérentes et qu'on puisse, le plus possible, interférer avec cette infestation-là. Fait qu'on en est là aujourd'hui, puis votre requête est bien reçue. On ne peut pas vous donner des réponses immédiatement, mais on va regarder ça au cours des prochains mois, j'espère. Comme je vous dis, c'est en évolution. Le plan d'action qu'on a adopté l'année passée, déjà, il a subi certaines modifications. Là, on parle de traitements nouveaux, donc peut-être qu'éventuellement, on pourra faire face de façon plus forte à cette infestation-là. Voilà. Merci, M. Murray. Maintenant, j'appellerai M. Louis Mercier. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'intervienne immédiatement, vu que c'est sur le sujet de la grille. Vous avez pas posé toutes vos questions tantôt? Non. Il fallait poser toutes vos questions tantôt. Là. Ah, ben moi, je ne savais pas. C'est la première fois que je viens ici. Je vais vous laisser cette chance-là aujourd'hui. La prochaine fois. Je vous remercie. Vous êtes très gentil. Alors, je resalue tout le monde. Alors, en août 2014, M. Murray avait annoncé que tous les freins sur l'emprise publique étaient pour être abattus dans un délai de 2 à 3 ans. Par la suite, la Ville a pris position que tous les freins sur l'emprise publique, parcs, etc., seraient abattus dans un délai de 5 ans. Donc, nous, à Saint-Bruno, notre position sur la grille, c'est qu'on abat tous les freins. Alors, je me demandais si l'agglomération ne pourrait pas... parce que les citoyens ne sont pas aidés. Lors de la soirée que M. Murray a mentionnée, où on faisait état de ce qui s'était fait dans les années passées, les citoyens ont manifesté leur frustration à l'effet que la Ville ne les aidait pas du tout au niveau de traitement sur leur terrain privé. Alors, comme il a été dit tantôt, nous, comme citoyens, on se préoccupe de protéger les arbres en premier. Alors, on se demande si l'agglomération ne pourrait pas favoriser des achats communs de triazin pour que les citoyens qui veulent protéger leur arbre puissent avoir un coût de triazin à moindre coût à ce moment-là. C'était ma question. Merci, monsieur. Maintenant, M. Mercier. Merci. Les répondre? Allez. Madame Saint-Hilaire. Merci, M. le Président. En fait, il y a eu déjà plusieurs actions qu'on a mises en commun
notamment au niveau de l'identification des arbres, tout ça, au niveau du corridor forestier avec les problématiques sur la grille. Mais chacune des villes, effectivement, est à voir son plan de match autant au niveau de l'abattage, au niveau de l'accompagnement avec les citoyens, au niveau justement du triasin. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en commun? Même, je vous dirais, en toute franchise, je pense que l'ensemble de l'Union des municipalités devrait se regrouper. On en fait souvent des achats regroupés. Alors, j'en ferai une proposition assurément dans les prochaines semaines, surtout que les assises nous guettent. Alors, ça deviendra effectivement, ça touche toutes les villes du Québec. Alors, effectivement, merci. Et pour votre comité de citoyens, pour nous déstresser, je note aussi merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. Monsieur Martel? Bien, écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée, le regroupement, parce qu'effectivement, dans chaque ville, on a la même problématique. Nous, à Boucherville, on a des citoyens qui ont des fois 5-6 frênes, puis même plus encore sur leur terrain. Alors, c'est une catastrophe financière, en plus d'être environnementale et esthétique, là. Alors, de passer par l'UMQ, de travailler en équipe, ne peut pas être contre la vertu. Bonne suggestion. Merci, M. Martel. Monsieur Mercier, c'est votre tour. Merci infiniment, Monsieur le Président. Alors, Messieurs et Mesdames, il y a 2 mois, je suis intervenu ici même pour soulever la très grande perte d'informations dans le budget 2016 publié dans le site de l'Aglo ou mis à la disposition des citoyens dans un autre format. Je présume qu'il y a eu des copies papier imprimées. Alors, cette perte d'informations se mesure par rapport au budget des exercices antérieurs qu'on retrouve maintenant dans le site. Encore une fois, merci de les avoir affichés. Vous vous rappelez que j'ai pu obtenir péniblement le budget 2016 dans une forme comparable aux exercices antérieurs par la demande d'accès à l'information. J'espère que le budget 2007 revêtira une forme à la hauteur des attentes des citoyens qui veulent comprendre comment leurs impôts sont gérés d'année en année. Toujours dans ce budget 2016, c'est le budget, tout le monde le reconnaît, je sors ma copie à chaque fois, je la conserve précieusement. On y retrouve à la fin, comme par les années passées, le volet du programme triennal d'immobilisation appelé communément PTI. Ce PTI qui a été présenté est très imprécis quant aux endroits, bâtiments et améliorations d'infrastructures où l'agglomération prévoit entreprendre des travaux. Alors, j'ai dû m'adresser à nouveau au service d'accès à l'information pour demander que ces renseignements soient précisés. Une demande d'accès à l'information relève d'un art qu'il est difficile de maîtriser. Si vous êtes imprécis, on vous enverra un document qui ne répondra pas à vos questions. Et si vous êtes trop précis, on vous dira que l'information n'existe pas. Alors, ma demande du 14 mars était, je dirais, assez précise et surtout étayée de 4 exemples. Alors, Monsieur le Président, je vous en cite 2 parmi ces 4 exemples apportés. Alors, quand on regarde le PTI, on retrouve un projet, par exemple, le AGG 21 30 13 15 à la page 21, et le projet se lit comme ça, « Entretien de la branche 1A du ruisseau Massé ». Bien, je crois que ce ruisseau passe à Saint-Hubert, mais il passe à Saint-Bruno. Alors, j'aurais aimé savoir c'est quoi le pourcentage qui est imputable à Saint-Hubert et quel est le pourcentage imputable à Saint-Bruno. Un autre, deuxième exemple, le projet AGG 43 40 26 13 à la page 23, c'est la deuxième page après la page 21, déménagement de la prévention incendie. C'est des questions très, très précises, oui, très particulières. Moi, je vous invite plutôt peut-être à communiquer avec le département des finances monsieur, pour pouvoir... J'ai communiqué. Laissez-moi finir, monsieur. J'ai communiqué. Monsieur, merci. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez d'autres questions, je vous invite à rassembler toutes vos questions, puis à conclure, puis à poser vos questions à ce niveau-là. Je n'ai qu'une seule question à poser, Monsieur le Président. Je vous invite à le faire, monsieur. Merci. Bien, il faut que je présente la problématique. Bien, vous avez déjà bien illustré une certaine partie de ce que vous pensez être Alors donc, j'ai demandé, Monsieur le Président, qu'on me fasse suivre un PTI où on peut identifier sans aucune ambiguïté dans quelle ville le projet a cours. Et en cas de chevauchement, on n'a qu'à démultiplier les lignes par le nombre de villes pour avancer l'affectation. Alors, je me suis convaincu, après la lecture de ma demande, qu'elle était correcte, d'accord, et qu'on ne peut pas opposer l'article 15. L'article 15, qu'on dit qu'on peut refuser la demande d'accès s'il faut faire des calculs ou des comparaisons. Alors, j'ai reçu la réponse. J'ai reçu la réponse que je vous lis. Vous trouverez ci-joint copie du document demandé, une carte des lieux tenant sur une page en format PDF. Alors, je n'ai pas demandé de carte, j'ai demandé un PTI.
Alors, le document tient sur une page. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? J'étais un petit peu sceptique. Et bien, une fois qu'on ouvre le fichier qu'on m'a envoyé et qu'on appuie sur le bouton « Impression » de l'imprimante, on ne demande pas une feuille de 8,5 par 11 ou de 8,5 par 14. On demande plutôt une feuille. On demande de charger l'imprimante avec une feuille de... elle est à l'envers. De 117 cm par 82 cm, ce qui fait à peu près 3 pieds par 4 pieds. Alors, je dois dire, Monsieur le Président, que ma fonction d'impression ne fonctionne pas. Alors, si vous voulez, je dirais, je vais juste la changer, là. Alors, dans le PTI, Monsieur le Président, de la Ville de Longueuil, on indique les arrondissements. De l'agglo? Oui, mais je veux faire une comparaison parce qu'il y a un traitement discriminatoire et je voudrais juste bien l'illustrer. Dans le PTI de la Ville de Longueuil, on indique dans quel arrondissement on fait des travaux, où on refait la réfection du bâtiment, ou etc., etc. Dans celle de l'agglomération de Longueuil, on ne l'indique pas. Alors, j'aimerais ça qu'on me dise, qu'on réponde à ma question que j'ai formulée, qui est claire et précise, et qu'on ne m'envoie pas une autre carte à imprimer. Alors, voilà. Est-ce que je peux avoir ma question? Je vais vous la lire, comme ça, elle sera claire et précise. D'accord? C'est qu'en conclusion, j'aimerais qu'on me donne les renseignements demandés dans une forme simple qu'un citoyen normal est en droit d'attendre et de recevoir. Pourquoi un traitement discriminatoire entre les citoyens de Longueuil et les citoyens agglomérés? Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Qu'est-ce qu'il y a à cacher dans ce PTI? Si on produit un travail de qualité, en plus, on le fait tout de suite, on va l'avoir pour l'année prochaine. Donc, conclusion, puis-je recevoir ces renseignements pour le PTI 2016-2018 et quand les aurais-je? Et je ne veux pas de carte. Merci, monsieur. Merci. Merci. Madame Parent? Non? Oh, je pensais que vous vouliez... Très bien, merci. Donc, ceci met fin à la période de questions. Passons maintenant au point 1.4, dépôt des orientations transmises au Conseil d'agglomération. Il est procédé au dépôt des orientations transmises au Conseil d'agglomération par les villes liées. Déposé. 1.5, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération tenue le 17 mars. Adopté. 1.6, autorisation de virement budgétaire. Il est proposé d'autoriser les virements budgétaires apparaissant sur la liste du 24 février 2016, préparée par la Direction des finances, au montant de 1 726 571 $. Adopté. 1.7, avis de motion d'un règlement. Il est à propos que soit donné un avis de motion pour un règlement ordonnant l'acquisition d'équipements de sécurité pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt. Monsieur Léger. Merci, Monsieur le Président. Je donne cet avis de motion. Merci, Monsieur Léger. 1.8, réquisition de l'inscription d'un avis de contamination. Il est proposé de requérir l'inscription d'un avis de contamination du lot 4 514 007 du Cadastre du Québec au registre foncier dans le cadre des travaux de mise aux normes de l'usine de production d'eau potable Le Royer. Adopté. 1.9, avis de motion d'un règlement. Il est à propos que soit donné un avis de motion pour un règlement autorisant la construction d'une caserne de pompiers sur le lot 5 830 215 du Cadastre du Québec, situé sur la rue Boudreau. Monsieur Léger. Monsieur le Président, je donne cet avis de motion. Merci, Monsieur Léger. 1.10, adoption du projet de règlement CA 2016-243. Il est proposé d'adopter le projet de règlement CA 2016-243, autorisant la construction d'une caserne de pompiers sur le lot 5 830 215 du Cadastre du Québec et de déléguer à l'assistante greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée de consultation. Et merci. Monsieur le Président, je demande le vote, s'il vous plaît. Êtes-vous appuyé? J'appuie. Alors, Madame la greffière, procédez au vote, s'il vous plaît. Donc, Mme Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Monsieur le Président. Monsieur Jean Martel. En faveur, Monsieur le Président. Monsieur Alain Despatie. Contre, Monsieur le Président. Monsieur Paul Leduc. En faveur, Monsieur le Président.
Monsieur Martin Murray. En faveur, Monsieur le Président. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Xavier Léger. En faveur, Monsieur le Président. Madame France Dubé. En faveur, Monsieur le Président. Et Madame Sylvie Parent. Pour, Monsieur le Président. Donc, adopté à la majorité des 2 tiers. 1.11, avis de motion de règlement. Il est à propos que soit donné un avis de motion pour un règlement ordonnant des travaux de réhabilitation des épaississeurs du centre d'épuration Rive-Sud et décrétant à cette fin pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt. Merci, Mme Boivin. Je donne cet avis de motion, Monsieur le Président. Merci, Mme Boivin. 1.12, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments du réseau d'assainissement des eaux, soit au poste de pompage Roland-Terrien, Marie-Victorin, Varennes et Messy, à AFCAR Construction pour le prix forfaitaire de 571 589,29. Adopté. 1.13, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de réhabilitation et de mise aux normes des bâtiments du réseau d'assainissement des eaux, soit au concentrateur Milan ainsi qu'au poste de pompage Jodoin, Bachat, AVM-SL et Vio, à Construction J. Boulet pour le prix forfaitaire soumis de 186 610. Adopté. 1.14, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CA 2016-241 ordonnant des travaux d'entretien de cours d'eau pour diverses branches de la rivière au Pin située dans la ville de Boucherville et décrétant à cette fin pour le paiement des honoraires professionnels un emprunt. Ce dit règlement prévoit une dépense de 392 000 $ et un emprunt au même montant sur une période de 5 ans et le tout est financé par une quote-part de la ville de Boucherville. Adopté. 1.15, dépôt de la liste des contrats. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par le comité exécutif au cours du mois de février 2016, des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même co-contractant et des contrats de la même nature, mais conclus par un fonctionnaire. Déposé. 1.16, renouvellement du contrat de travail. Il est proposé de renouveler le contrat de travail de M. Jean-Yves Michaud au poste de directeur adjoint à la direction de l'administration du service de police pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Adopté. 1.17, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et la livraison de charbon actif à la station de pompage d'eau brute et à l'usine de filtration d'eau potable, de production d'eau potable Le Royer, pour une période prenant fin le 30 avril 2017 à produits chimiques CCC et pour un montant estimé à 153 275,19. Adopté. 1.18, appui à la municipalité régionale. Il est proposé d'appuyer la municipalité régionale de comté de la Haute-Yamaska concernant une demande de modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en matière de protection des rives, du littoral et de la plaine inondable. Adopté. 1.19, adjudication d'une partie de contrat. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants au centre d'épuration Rive-Sud et aux usines de production d'eau potable régionale, locale et Le Royer pour une période prenant fin le 30 avril 2019 à Produits chimiques Chemtrade Canada pour un montant estimé à 5 655 510,72. Adopté. 1.20, autorisation de rembourser la ville de Brassard. Il est proposé d'autoriser le remboursement d'un montant de 62 533,82 à la ville de Brassard pour les dépenses encourues pour le remplacement d'une vanne sur une conduite d'aqueduc située sous le pont Champlain. Adopté. 1.21, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'acquisition de 17 mini-fourgonnettes neuves de marque Dodge à 72 65 930 Canada Inc. faisant affaire sous le nom de Montréal Chrysler Dodge Jeep pour un montant estimé à 446 759,55. Adopté. 1.22, autorisation de rembourser la ville de Longueuil.
Il est proposé d'autoriser le remboursement d'un montant de 60 363,80 à la Ville de Longueuil pour les dépenses encourues pour la réparation d'un bris d'aqueduc situé sur le chemin de Chambly. Adopté. 1.23, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de 2 embarcations nautiques de marque Air Solide pour le service de sécurité incendie et le service de police à Air Solide Inc. pour un montant estimé à 211 328,34. Adopté. 1.24, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de 2 capteurs solaires pour le service de sécurité incendie et le service de police à Air Solide pour un montant estimé à 1 563,66. Adopté. 1.25, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CA 2016-244, modifiant le règlement CA 2009-122, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres 911. Et en vertu de ce règlement, il sera imposé à compter du 1er août 2016 une taxe de 46 sous par mois par numéro de téléphone pour le service 911. Adopté. 1.26, octroi d'un contrat pour la mise à niveau. Il est proposé d'octroyer le contrat pour la mise à niveau de l'interface téléphonique du centre d'appel d'urgence 911 à Solutions Emergencies pour le prix forfaitaire soumis de 119 574 $. Adopté. 1.27, approbation du règlement L64. Il est proposé d'approuver le règlement L64 autorisant un emprunt de 20 400 000 $ pour financer le projet d'acquisition de 22 autobus conventionnels hybrides pour l'année 2018, adopté par le Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Adopté. 1.28, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux de construction de la caserne de pompiers 12, située au 503 rue d'Avogour à Boucherville, et de la caserne de pompiers 41, située au 1505 rue Boudreau à Longueuil, à construction bâtiment pour le prix forfaitaire soumis de 11 516 895,72. Je demande le vote. Je demande le vote, Monsieur le Président. Je vais te demander, êtes-vous appuyé? J'appuie. Madame la greffière, si vous voulez procéder au vote, s'il vous plaît. Donc, Madame Caroline Saint-Hilaire. En faveur, Monsieur le Président. Monsieur Jean Martel. En faveur, Monsieur le Président. Monsieur Alain Despatie. Contre, Monsieur le Président. Monsieur Paul Leduc. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Martin Murray. En faveur, Monsieur le Président. Madame Lorraine Guy-Boivin. Pour, Monsieur le Président. Monsieur Xavier Léger. En faveur, Monsieur le Président. Madame France Dubé. Pour, Monsieur le Président. Et Madame Sylvie Parent. Pour, Monsieur le Président. Donc, adopté à la majorité des 2 tiers. Passons au point 1.29, approbation du règlement L65. Il est proposé d'approuver le règlement L65 autorisant un emprunt de 4 millions de dollars pour financer divers projets d'immobilisation en 2016, adopté par le Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Adopté. 1.30, affectation de l'excédent d'emprunt. Il est proposé d'affecter l'excédent d'emprunt contracté en vertu des règlements d'emprunt énumérés au sommaire exécutif joint à la résolution à la réduction du solde de la dette lors de leur refinancement en 2016. Adopté. 1.31, adoption des politiques d'investissement. Il est proposé d'adopter les politiques d'investissement de développement économique d'EL. Adopté. 1.32, autorisation d'une dépense au contrat. Il est proposé d'autoriser une dépense de 110 882,84 au contrat pour la fourniture de services professionnels en matière d'études géotechniques et de caractérisation environnementale pour des travaux de forage et de caractérisation effectués au 850 Saint-Charles-Ouest. Adopté. 1.33, nomination de la directrice de la gestion des eaux. Il est proposé de nommer Mme Pascale Fortin à titre de directrice de la gestion des eaux. Adopté. 1.34, appui à la semaine de la sécurité publique. Il est proposé d'appuyer la semaine de la sécurité publique ferroviaire se déroulant du 25 avril au 1er mai 2016. Adopté. 1.35, autorisation à la trésorière d'inscrire aux états financiers 2015 les affectations au poste. Excusez. Oui, il est proposé d'autoriser la trésorière à inscrire aux états financiers 2015 les affectations au poste
dépenses constatées à taxer ou à pourvoir nécessaires afin de pallier au déséquilibre fiscal engendré par la nouvelle norme sur les passifs au titre de sites contaminés. Adopté. Maintenant, nous passons au point 2, à la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Boivin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Léger. Merci. Bonne fin de journée. Madame Dubé. Bonne fin de journée, Monsieur le Président. Madame Parent. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Murray. Merci. Bonne fin de journée à tous. Monsieur Leduc. Oui, merci également. Bonne fin de soirée. Monsieur Martel. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Simplement mentionner que cet été à Boucherville, le 7 juillet, jeudi le 7 juillet, il y aura le concert en plein air de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Alors, comme l'agglomération est un des contributeurs financiers à cet orchestre, j'invite tout le monde à venir à Boucherville le 7 juillet. C'est un très beau concert avec Marc David, qui est le maestro, et nous avons Marc Hervieux et Bruno Pelletier. Je pense que je suis un petit peu fatigué. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci. Monsieur Despatie. Oui, j'aimerais juste, lors de la dernière assemblée du 17 mars, les maires de Brossard, Saint-Bruno et Saint-Lambert ont voté contre les points 1,18 à 1,32. J'aimerais revenir sur ces faits. Nous avons reçu les documents pour le prochain comité exécutif à 17h31, vendredi le 11 mars. Le lundi 14 mars, j'ai pris connaissance des documents. Rien dans ces points-là m'ont dit que ce serait présenté au Conseil d'agglo du 17 mars. De plus, à 17h10, le même vendredi 11 mars, on a reçu 2 points, les points 1,16 et 1,17, qui étaient pour être ajoutés au Conseil d'agglo. OK? C'est un peu dire qu'on avait reçu l'information, on ne les avait pas reçu l'information. Parce que je ne siège pas au comité exécutif, puis aucun point me disait que c'était au comité. Okay? Je comprends qu'il y avait 15 points qui étaient rajoutés, dont 10 requièrent une orientation du Conseil, qui n'avait pas été donnée l'orientation du Conseil, parce que l'information a été reçue le 15 mars à 16h18, donc après la séance du Conseil de la Ville de Saint-Lambert. Je comprends, je suis élu depuis 1993, je comprends qu'il peut y avoir des dossiers orphelins qui viennent occasionnellement, mais avoir 15 points qui viennent à l'ordre du jour, c'est inacceptable, M. le Président. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, M. Despatie. Mme Saint-Hilaire. Merci, M. le Président. Je veux saluer simplement la nomination qui a été entérinée par le Conseil d'agglomération de Mme Pascale Fortin, qui sera responsable des eaux. Alors, de gros défis l'attendent, j'imagine. Je veux saluer pour plusieurs raisons, parce que je sais qu'elle a un long parcours comme fonctionnaire à la Ville de Longueuil, mais elle a passé toutes les étapes du processus. Et je veux saluer notamment parce qu'elle est compétente, mais en plus, vous comprendrez que j'ai un parti pris, compte tenu que c'est une femme, et à chaque fois qu'une femme accède à un poste de direction, je trouve que ça mérite d'être salué, surtout qu'il n'y en a pas encore suffisamment à mon goût personnellement. Alors, je voulais la saluer, mais elle a été nommée pour ses compétences, rassurez-vous. Alors, voilà, merci, M. le Président. Bonne soirée. Merci. Donc, ceci met fin à l'horaire du jour. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup.